Pour que vous puissiez la construire à votre manière. Vous avez vu ça hier, les nouvelles, les Forces armées canadiennes devront couper 1 milliard de dollars sur 4 ans de leur budget. Je pense qu'ils sont déjà assez maganés de même. Je vais poser la question à Justin Massy, qui est prof titulaire de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Monsieur Massy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez vu ça. Qu'est-ce que ça représente, là? Est-ce que c'est réaliste, cette demande-là du gouvernement aux Forces armées canadiennes? Ben oui et non. Non, dans le sens où il faudrait plutôt augmenter les budgets de la défense. En juillet dernier, M. Trudeau s'est allé à Vilnius, s'est engagé à augmenter les budgets militaires canadiens de manière substantielle pour atteindre le fameux 2 là, du PIB de l'OTAN. Ça, on parle d'à peu près 20 milliards de plus par année. C'est ça l'engagement dans lequel M. Trudeau s'est à peu près environ. Attendez. On est à 1,3 présentement. Il est allé voir les autres chefs d'État et il dit « C'est fait, je vous garantis, on va mettre 20 milliards. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a signé un document qui engageait le Canada, mais en même temps, en privé, il dit « Mais je vais pas atteindre cette cible-là. » Vous voyez, on a comme deux discours. Donc, on s'engage officiellement, mais de l'autre côté, on le fera pas. Puis non seulement on le fera pas, on annonce quelques mois plus tard qu'on va le baisser, ce budget-là, de 250 millions par année. OK, mais question niaiseuse, Justin Massy, c'est la prochaine fois qu'il va aller voir ces chefs d'État-là, ils vont lui dire « Hey, le SMAT, tu nous dis quelque chose, puis tu fais le contraire. » C'est une perte totale de crédibilité, je suis d'accord. Il y a pas de mot, tu sais, il faut respecter sa parole, essentiellement en politique internationale. C'est une question de confiance qu'on construit avec les décideurs internationaux, mais le Canada n'a pas de crédibilité. Puis c'est pas juste dans ce dossier-là. On l'a vu quand le Canada a dit qu'il était pour être de retour sur la scène internationale, réinvestir les opérations de paix. On n'a jamais eu si peu de casques bleus de son histoire. On dit aussi, M. Massy, qu'il manque de munitions, d'équipements, de personnel, de logement. L'état des chars de combat, c'est une source de préoccupation pour l'armée. Là. C'est des poubelles, là, c'est des bagnoles. Est-ce que quelqu'un comptabilise tous les griefs lancés par les Forces armées canadiennes? Absolument. La dernière ministre a perdu son emploi pour ça, essentiellement. C'est mon interprétation des choses. On était supposé avoir une nouvelle mise à jour de la politique de défense, à la lumière, évidemment, de l'invasion de l'Ukraine, pour savoir comment on peut moderniser les forces armées. Le chef d'état-major disait que c'était prêt l'automne dernier, quand je l'ai rencontré. Et maintenant, on apprend que ça va être reporté, toujours reporté, parce que le cabinet n'aurait pas apprécié les demandes de l'ancienne ministre de la Défense, Anita Anand. Elle est maintenant rendue au Conseil du Trésor. C'est elle qui demande de couper 1 milliard de dollars aux Forces armées canadiennes. C'est quand même un peu ironique dans ce sens-là. Mais effectivement, les forces, elles manquent de tout. Moi, je suis allé à Riga. On a des soldats en Lettonie présentement dont l'objectif, leur mission, c'est de défendre ce pays-là, un pays très petit, en cas d'une agression russe. Au cas où la Russie décidait de s'aventurer dans un autre deuxième pays, ce qui est évidemment peu probable. Mais on me disait qu'ils ont beaucoup de la misère à s'entraîner là-bas parce il manque de munitions, essentiellement parce qu'on en a envoyé en Ukraine, mais on n'en a pas acheté depuis pour les forces armées canadiennes. Et que s'il y avait une attaque russe sur ce territoire-là, on serait capable de tenir 1 heure. Mais c'est gênant. Alors, sur le plan international, le Canada, de point de vue militaire, là, c'est considéré comment? C'est perçu comment? Ça dépend à qui on parle. Si on parle aux Lettons, ils sont bien contents là, qu'il y a quand même une présence militaire là-bas. Les Ukrainiens aussi. Le Canada est quand même le 8e contributeur en termes absolus d'argent qui a été donné à l'Ukraine. Mais quand on le compare à son PIB, c'est là que le bas blesse. Parce que en termes relatifs de la grosseur de l'économie canadienne, là, le Canada tombe le 30e pays sur 35 qui aide l'Ukraine. Ça, on le compare. Donc oui, c'est beaucoup d'argent qu'on donne. On a l'impression quand on fait des annonces là que c'est énormément d'argent, mais quand on le compare à la taille de l'économie, c'est minuscule, cette aide-là. Même chose pour le pourcentage du PIB, là, des engagements de temps dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est quoi les dangers et aussi comment ça peut affecter l'état d'esprit des soldats quand on les envoie, par exemple, en Lettonie avec des slingshots puis pas de munitions? Évidemment, ils ne sont pas très heureux. Il y a des difficultés de recrutement. Il manque 16 000 soldats dans les Forces armées canadiennes présentement. C'est évidemment pas en coupant les budgets qu'on va en recruter davantage, à mon avis. Ce serait plus de leur offrir des meilleures conditions. En situation de plein emploi, c'est difficile de faire du recrutement, on le sait historiquement, donc c'est pas le moment de couper. Mais effectivement, il y a peu d'intérêt de beaucoup de Canadiens
de joindre les Forces armées canadiennes. Quand on voit les sommets là, de recrutement, c'est surtout quand il y a des missions importantes, comme pendant la guerre en Afghanistan, ça va attirer beaucoup de gens pour joindre les forces. C'est quand on est en guerre, ben là, les investissements suivent. Mais dès qu'il n'y a pas de situation tellement critique qu'il faut agir immédiatement, sans quoi la vie de nos soldats est en danger, ben, on attend, on coupe, on reporte à plus tard les décisions. Est-ce que ça représente aussi la façon qu'on traite les vétérans au Canada? Oui, je pense que oui. C'est qu'il n'y a pas un grand intérêt pour la chose militaire de manière générale au Canada, pour des raisons évidentes qu'on est protégé par les États-Unis, puis qu'on pourrait essentiellement nous dédouaner en disant ben c'est la responsabilité des États-Unis de défendre le territoire canadien. Certains sont plus nationalistes et aimeraient que ce soit nous et non pas des F-22 là, qui surveillent le territoire canadien, ou peut-être des Russes ou des Chinois qui se promènent dans les eaux canadiennes, comme les Chinois sont en train de vraiment tracer à travers leurs activités scientifiques tout le plateau continental, notamment dans les zones arctiques, pour éventuellement avoir de plus en plus de présence maritime là-bas. Ben on n'a pas les capacités de les détecter, encore moins de les intercepter. Évidemment, c'est ce trafic maritime-là qui est en croissance. Donc, il n'y a pas ce grand intérêt-là. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de coût politique à rien faire. Parce que quand on regarde des partis d'opposition, c'est pas mieux. On ne voit pas M. Poilievre déchirer sa chemise en disant qu'il faut réinvestir dans les Forces armées canadiennes. Au contraire, lui, il veut couper les dépenses budgétaires de manière générale. Et la chose qu'on fait au Canada quand on coupe la défense nationale. On coupe moins les soins dentaires ou les services de garderie. Mais en même temps, on veut pas être un pays belligérant, on veut pas être des gens qui veulent aller en guerre absolument, mais on a une responsabilité internationale si on fait partie de l'OTAN. Tout à fait. Je pense pas que le Pays-Bas ou le Danemark ou la Suède sont des pays belligérants, mais ils investissent 2% de leur PIB dans la défense. Et eux, quand ils sont appelés et ils doivent mener des missions à l'international, ils ont la capacité d'envoyer des troupes formées, équipées, prêtes au combat et qui sont capables de livrer la marchandise. Nous, d'un côté, on a Justin Trudeau qui dit on va soutenir l'Ukraine pour une victoire totale contre la Russie, mais de l'autre, on lui donne pas les moyens d'atteindre cet objectif-là. Donc, on a une perte de crédibilité de parole, essentiellement. Donc, c'est pas parce qu'on aurait des forces armées bien équipées qu'on serait obligé de les utiliser dans une guerre impertinente. Au contraire, ça peut être simplement pour surveiller notre territoire. Présentement, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les voies maritimes canadiennes ou dans l'espace aérien canadien. Monsieur Massy, je vous nomme ministre. Qu'est-ce que vous faites pour rétablir un peu la confiance dans les forces armées? On parle même pas des scandales sexuels là, puis des inconduites sexuelles. On va laisser faire tout ça là, parce qu'on en a parlé beaucoup. Mais juste pour redonner un peu de fierté aux forces armées canadiennes, qu'est-ce que ça prendrait? Malheureusement, c'est difficile parce que, comme on l'a vu avec la dernière ministre Annan qui a tenté de réinvestir les Forces armées canadiennes, ben, elle a perdu son emploi essentiellement. Donc, je ne sais pas combien longtemps je durerais comme ministre de la Défense dans les mêmes circonstances. Mais clairement, moi, si j'avais plutôt à essayer de convaincre les Canadiens, mettons que c'est ça l'objectif, ben, ça serait qu'on ait une politique de défense pour nous, pas nécessairement pour les autres. C'est-à-dire que je trouve pas normal que ce soit des avions de chasse américains qui puissent mieux intercepter ce qui se passe au-dessus du territoire canadien, ou qu'on ne sache pas ce qui se passe dans les passages du Nord-Ouest ou dans les eaux canadiennes dans l'Arctique, qu'on n'ait pas la capacité, quand il y a des inondations, des crises, d'avoir l'équipement ou les troupes pour essayer de les déployer rapidement pour sauver des populations. Je pense que si on mettait l'accent juste sur la défense de notre territoire, qui est immense et qui nécessiterait des investissements massifs juste pour savoir ce qui se passe et être en mesure d'aider les populations civiles, on aurait indirectement aussi les capacités, ensuite, quand il y a une crise internationale, d'être capable d'être déployé à l'international. Parce que c'est aussi loin, sinon plus loin d'aller en Arctique que d'aller en Ukraine, en termes de difficultés opérationnelles et de distance. Mais il faut se rappeler qu'il y a eu des soldats canadiens qui sont venus prêter main forte dans les CHSLD en pleine pandémie. Il y a quelqu'un qui me racontait des forces armées lors des feux de forêt. On a appelé les soldats de réserve, en tout cas ceux qui sont en entraînement, et ils sont arrivés sur place. C'était complètement désorganisé. Il y avait une douche pour des dizaines de soldats. C'était vraiment complètement improvisé. Je trouve que ça représente bien l'état militaire du Canada. Oui, puis c'est toujours la solution de dernier recours du gouvernement fédéral ou des provinces qui demandent l'aide. On va demander l'aide des forces armées pour n'importe quoi, la santé publique ou d'autres crises, parce qu'on n'a aucune alternative. Quand on regarde d'autres pays aux États-Unis, ils ont des forces civiles pour s'occuper de ce genre de choses-là. Il y aurait la Croix-Rouge où il pourrait avoir des capacités humanitaires, disons, pas nécessairement des militaires, mais des gens qui sont organisés, qui sont capables de gérer ces situations de crise-là, qu'on ait l'équipement pour les feux de forêt qui vont être de plus en plus
malheureusement nombreux en raison des changements climatiques, les inondations, etc. Mais les forces armées, je pense que c'est une question de dernier recours pour aller sauver des vies si c'est dans des situations très, très critiques et qu'il faut opérer rapidement. Parce que ce sont les seuls qui sont capables d'aller partout rapidement sur le territoire canadien. Je veux pas vous mettre dans le trou, M. Massy, là, mais avez-vous l'impression que Justin Trudeau déteste les militaires? Je pense pas qu'il les déteste, je pense qu'il est plutôt indifférent, ou en anglais on dirait « he's just not that into it ». C'est pas quelque chose qui le préoccupe beaucoup. Quand il y avait son grand discours du retour du Canada sur la scène internationale, c'était essentiellement une question électorale pour se démarquer de Stephen Harper à l'époque, qui était parce que Justin Trudeau était le troisième parti, là, deuxième d'opposition. Donc, il voulait se distinguer essentiellement. Mais c'était pas quelque chose qui personnellement, y croit vraiment. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations qui sont plus chères à lui, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas donné cette autonomie-là fiscale ou de politique là, à ses ministres de la Défense. Qu'est-ce qui arrive si on continue sur ce chemin-là à définancer les forces armées canadiennes? Ben, quand on va être face à une vraie crise, comme par exemple où les forces canadiennes seraient appelées, pas juste à aider un autre pays comme l'Ukraine, mais vraiment à être, par exemple, dans une situation de guerre, ben, on n'aura pas l'équipement pour se défendre. Il y aura des vies qui vont être en danger, puis on va être obligé d'appeler les Américains à la rescousse. Coloniser, ça? Absolument. Justin Massy, qui est de l'Université du Québec à Montréal et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Un gros merci. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.